Bienvenue dans cette nouvelle leçon de notre cours sur le développement Android. Nous allons consacrer celle-ci sur la présentation du système d'exploitation Android. Il est vraiment important de comprendre comment cette plateforme fonctionne, de quoi elle est constituée, avant de nous lancer dans le développement proprement dit des applications Android. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, allons-y d'abord comprendre qu'est-ce qu'un système d'exploitation. On peut définir un système d'exploitation comme étant un logiciel qui assure le bon fonctionnement d'un appareil. Cet appareil peut être soit un ordinateur, un téléphone, une voiture, une montre, pour ne citer que cela. En tout cas, la liste est vraiment non exhaustive, tellement qu'il peut exister un grand nombre d'appareils. Lorsque les constructeurs de ces appareils les mettent en place, certainement pour un ordinateur par exemple, ils doivent les doter d'un écran pour afficher, un disque dur pour stocker les données, un processeur pour faire tous les calculs ou les traitements, un clavier, une souris, un micro et tout le reste. C'est l'ensemble de tous ces éléments qui constituent cet appareil qu'on peut appeler ordinateur ou disons un téléphone. Mais jusque-là, cet appareil ne peut encore servir à rien. Tous ces éléments ou ces périphériques sont bien sûr interconnectés avec tous les circuits possibles. Aucun périphérique n'est en panne, mais l'ordinateur est toujours inutile. Pourquoi? Tout simplement parce que dans cet appareil, on ne peut pas installer un logiciel, soit pour lire une musique ou pour le traitement des textes. On ne peut pas imprimer, en tout cas, on ne peut rien faire. Alors, pour rendre cet appareil fonctionnel, il faut alors un logiciel de base. Je dis bien un logiciel de base qui doit être installé pour coordonner ou diriger l'utilisation des ressources de cet appareil. Ici, par les biais des autres programmes ou logiciels applicatifs pour exploiter toutes les ressources matérielles qu'on retrouve dans cet appareil. Ce logiciel de base ici qui coordonne toutes les ressources d'un appareil est alors appelé un système d'exploitation. Et pour que ces logiciels puissent reconnaître tous ces matériels ou encore périphériques, comme qu'on appelle ici ces ressources, chaque périphérique doit avoir un pilote installé dans l'ordinateur où il est installé le logiciel de base ou le système d'exploitation. Un pilote, en anglais driver, est un logiciel aussi compatible avec ce système d'exploitation et qui doit être installé dans celui-ci pour permettre le système d'exploitation de reconnaître les matériels du pilote en question. Le système d'exploitation est composé des applications système, des programmes qui viennent par défaut avec les systèmes. Il est composé aussi des pilotes de base, mais le composant le plus important d'un système d'exploitation est ce qu'on appelle un noyau ou kernel en anglais. C'est un programme qui réalise les fonctions fondamentales d'un système d'exploitation, comme l'exécution des programmes, l'accès aux fichiers, la gestion des utilisateurs et de la mémoire vive, et le transfert des données vers les périphériques d'entrée-sortie. L'accès à ces fonctions de base se fait par les appels système émis par des programmes utilisateurs qui sont installés dans les systèmes d'exploitation. Il existe plusieurs systèmes d'exploitation, dont les plus célèbres sont Windows, Mac OS et Linux. Ces derniers ont plusieurs distributions, dont les systèmes d'exploitation Android. Android est un système d'exploitation open source, fondé sur le noyau Linux et développé par des informaticiens sponsorisés par Google. À la suite du rachat par Google en 2005 de la startup du même nom, du nom Android, le système avait d'abord été lancé en juin 2007 pour les smartphones et les tablettes tactiles, avant de se diversifier dans des objets connectés, les ordinateurs comme les télévisions, les voitures, les smartwatches, ainsi de suite. En 2015, Android est devenu le système d'exploitation mobile le plus utilisé dans le monde, devant iOS d'Apple, avec plus de 80% des parts de marché dans les smartphones pour l'ensemble de ses versions et adaptations. Voyons un peu en détail la structure de base de ce système d'exploitation, comment ça marche en interne lorsque vous manipulez les applications qui y sont installées. Le système d'exploitation Android est constitué d'un ensemble organisé en 5 couches distinctes qui sont la couche application framework, la couche librairie native et Android Runtime, la couche d'abstraction matérielle, en anglais Hardware Abstraction Layer,
Et enfin, nous avons le noyau du système. Comme on l'a dit, Android est une version distribuée du système d'exploitation Linux, raison pour laquelle Android utilise le noyau du système Linux, profitant ainsi tous les avantages du système d'exploitation Linux, entre autres la sécurité, et permet aux constructeurs de matériel ou périphériques de concevoir des pilotes pour leur matériel à un système d'exploitation qu'ils connaissent déjà. Parce que c'est à ce niveau, au niveau du noyau du système, où les ressources de l'appareil sont gérées et permet aux différents composants matériels et logiciels, de communiquer entre eux. Donc, si votre appareil, de manière générale, votre téléphone, a un écran, une carte réseau pour prendre en charge les réseaux Wi-Fi, une caméra pour capturer les images ou des vidéos, pour que tous ces périphériques soient reconnus par les systèmes d'exploitation Android, les constructeurs de ces différents matos doivent écrire du code source qui permettra au système de reconnaître leur matériel. Et ici, le noyau Linux est écrit avec le langage C. Et son code source est open source. N'importe qui peut en avoir accès et le modifier à sa guise. Juste en haut du kernel ou du noyau, nous avons la couche d'abstraction matérielle, Hardware Abstraction Layer. Que fait cette couche? Déjà au niveau de la couche noyau, nous avons dit que le noyau Linux est open source. C'est un projet open source qui peut servir pour plusieurs matériels. Juste avant, nous avons dit que le système d'exploitation peut être utilisé dans les smartphones, les montres, les voitures, les machines à voter et qu'en sais-je encore. Une machine à voter, par exemple, n'a pas besoin de la fonctionnalité Bluetooth, tandis qu'un smartphone ou une voiture en a besoin. Pourtant, dans le noyau Linux, on retrouve déjà les pilotes Bluetooth. Alors, c'est à ce niveau de la couche d'abstraction matérielle où l'on définit les matériels nécessaires que le système Android aura besoin. La couche d'abstraction matérielle se compose de plusieurs modules de bibliothèques écrits en langage C et C++, chacun implémentant une interface pour un type spécifique de composants matériels du noyau, tel que la caméra ou le module Bluetooth, selon les besoins de l'appareil sur lequel Android sera implanté comme système d'exploitation. Lorsqu'une API du framework Java effectue un appel pour accéder au matériel de l'appareil, le système Android charge les modules de bibliothèque pour ses composants matériels. À la couche supérieure, nous avons la machine virtuelle d'exécution Android, ainsi que les différentes librairies ou bibliothèques natives écrites en C et C++. La machine virtuelle d'exécution Android, ici, est aussi composée de deux parties, Android Runtime ou ART, qui permet d'exécuter directement le langage de programmation Java ou Kotlin de manière optimisée suivant les contraintes des appareils mobiles. Comment normalement le langage de programmation Java ou Kotlin, une fois compilé en bytecode, il s'exécute dans la machine virtuelle Java, JVM, installée dans n'importe quelle plateforme. JVM a été au départ conçu pour des applications desktop pouvant tourner dans les ordinateurs, ce qui fait d'elle trop gourmande en termes de consommation en mémoire. Mais avec la machine virtuelle Android, on y a ajouté une certaine optimisation. Avec cette machine virtuelle, le code Java ou Kotlin est compilé dans un fichier dont l'extension est .dex, qui peut alors s'exécuter dans la plateforme Android, parce qu'en association avec toutes les ressources de l'application, ça constitue un fichier avec comme extension .apk, que vous connaissez bien sûr, lequel fichier vous utilisez pour installer une application Android. Ensuite, nous avons les bibliothèques de base, Core Libraries, qui fournit la plupart des fonctionnalités du langage de programmation Java. Juste à côté, nous avons la couche des bibliothèques C ou C++ natives. De nombreux composants et services principaux du système Android, tels que ART et la couche d'abstraction matérielle, sont construits à partir des codes natifs qui nécessitent des bibliothèques natives écrites en C et C++.
La plateforme Android fournit des API de framework Java pour exposer les fonctionnalités de certaines de ses bibliothèques natives aux applications. Par exemple, vous pouvez accéder à OpenGL ES via l'API Java OpenGL du framework Android pour ajouter la prise en charge des dessins et de la manipulation des graphiques 2D et 3D dans votre application. Vous avez aussi la possibilité d'écrire directement votre application Android avec du code C ou C++. Dans ces cas, vous pouvez utiliser le NDK Android, Native Development Kit Android, pour accéder à certaines de ces bibliothèques des plateformes natives directement à partir de votre code natif. Dans ce cas, vous avez le choix entre la performance et la productivité. Les langages C ou C++ étant natifs, vous permettront d'écrire des applications très performantes en termes de vitesse d'exécution. Mais ce sont des langages réputés difficiles à utiliser. Ça vous prendra beaucoup de temps pour mettre en place une application Android, ce qui n'est pas le cas avec les langages comme Java et Kotlin, qui enveloppent toutes ces librairies ou bibliothèques natives écrites en C ou C++ dans des classes Java disponibles dans les API du framework Java, qui vous permettront alors d'être productif en termes du processus de développement des applications Android, mais ici avec une incidence, avec des répercussions sur la performance de l'application créée. Ensuite, nous avons la couche, les cadres d'API Java ou API Framework Java. Ici, l'ensemble des fonctionnalités du système d'exploitation Android est à votre disposition via des API écrites en langage Java. Ces API constituent le bloc de construction dont vous avez besoin pour créer des applications Android en simplifiant la réutilisation des composants et services système modulaires de base, notamment un système d'affichage ou view system qui est vraiment riche et extensible que vous pouvez utiliser pour créer l'interface utilisateur d'une application, y compris des listes, des grilles, des zones de texte, des boutons et même un navigateur web intégral. Il y a un gestionnaire de ressources ou Resources Manager donnant accès à des ressources non codées telles que des chaînes de caractères localisées, des graphiques, là on voit les images ou vidéos, et les fichiers de mise en page, on peut voir les polices ou fontes, ainsi que les styles, ainsi de suite. Nous avons ici un gestionnaire de notifications, Notification Manager, qui permet à toutes les applications d'afficher des alertes personnalisées dans la barre d'état. Nous avons un gestionnaire d'activités ou Activity Manager qui gère le cycle de vie des applications et fournit un pile arrière de navigation commune. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous utilisez une application et que du coup vous recevez un appel? Là, l'application qui sera en focus principal, c'est l'application appel. Et celle sur laquelle vous travaillez va directement passer en arrière-plan. Ce qui gère tout cela, c'est le service d'Activity Manager. Il y a les fournisseurs du contenu ou Content Provider qui permettent aux applications d'accéder aux données des autres applications telles que l'application Contact ou de partager leurs propres données. En tout cas, il en existe plusieurs et c'est vraiment cool. Ce qui est bon, les développeurs ont un accès complet aux mêmes API du framework Java que les applications système Android utilisent. Si les applications Agenda, Google Maps, téléphone, Chrome peuvent accéder à tous ces API, les développeurs aussi, lorsqu'ils créent leurs applications, ils en ont aussi un accès complet. À la dernière couche, la couche supérieure, Android est livré avec un ensemble d'applications de base pour la messagerie électronique, la messagerie SMS, les calendriers, la navigation sur Internet, les contacts, ainsi de suite. Les applications incluses avec la plateforme n'ont aucun statut particulier parmi les applications que l'utilisateur choisit d'installer. Ainsi, une application tierce peut devenir un navigateur web par défaut de l'utilisateur. Tout comme on peut définir une application tierce d'être une application de messagerie SMS par défaut, tout comme pour les claviers. Certes, il y a certaines exceptions qui s'appliquent, telles que l'application paramètres du système. En tout cas, vous ne pouvez pas utiliser une autre application par défaut
pour accéder aux paramètres du téléphone ou de l'appareil à part l'application paramètres du système. Les applications système fonctionnent à la fois comme des applications pour les utilisateurs et aussi pour fournir des fonctionnalités clés auxquelles les développeurs peuvent accéder à partir de leur propre application. Par exemple, si votre application souhaite envoyer un message SMS, vous n'avez pas besoin de créer cette fonctionnalité vous-même. Vous pouvez à la place appeler n'importe quelle application SMS déjà installée pour envoyer un message au destinataire que vous spécifiez. D'une manière générale, voici en grosso modo l'architecture sur laquelle la plateforme Android est fondée. Voyons voir alors, pour clôturer cette partie sur la présentation du système d'exploitation Android, son évolution dans les temps. Depuis son lancement en 2008, le système d'exploitation Android a évolué très rapidement. Presque toutes les années, disons tous les 2 ou 3 ans, il y a toujours une nouvelle version qui est publiée. Et version après version, il y a toujours des améliorations qui s'ajoutent. Le souci a toujours été d'offrir à ses utilisateurs des protections renforcées pour la confidentialité, mais aussi des améliorations de la productivité pour les développeurs qui créent des applications Android. Aujourd'hui, nous sommes à la version 13 de ce système d'exploitation. Cool! C'est tout pour cette partie, très chers développeurs, que nous avons consacrée à présenter les systèmes d'exploitation Android avant de nous lancer dans le développement des applications pouvant tourner sur cette plateforme. Je sais, nous avons beaucoup parlé, beaucoup de théories, mais quand même, ça valait vraiment la peine de consacrer tout ce temps pour comprendre l'architecture derrière la plateforme Android. Parce que là, nous pouvons maintenant jouer sur un terrain que nous maîtrisons déjà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette partie jusqu'à la fin. Déjà, dans la prochaine partie, nous allons présenter et installer les différents outils que nous aurons besoin pour se lancer dans le développement des applications Android. Du reste, portez-vous bien, à la prochaine.